Coucou tout le monde, c'est Candice et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ISPA où je vais vous faire une petite FAQ sur comment devenir étudiant d'échange et sur le début de mon année. Donc je suis un peu stressée parce que c'est ma toute première vidéo YouTube. Donc voilà, soyez indulgents et je pense pas que ça va être parfait parce que du coup c'est ma première vidéo YouTube. Mais on va essayer de se débrouiller. Donc du coup je vais me présenter parce que c'est la première fois que vous me voyez sur la chaîne YouTube. Donc je m'appelle Candice, j'ai 16 ans mais j'ai 17 ans en novembre, enfin bref on s'en fout. Je suis partie fin juillet direction les États-Unis pendant un an et du coup je suis placée en Floride, proche de Tampa. Donc du coup voilà, c'est trop bien. Du coup je vous avais mis une petite boîte à questions dans ma story Instagram pour que vous puissiez me poser les questions pour la FAQ. J'essaie tout de reporter sur mon ordi et c'est parti. Donc la première question c'est comment on fait pour devenir étudiant d'échange. Donc c'est vraiment hyper simple, il vous suffit, la première étape c'est de trouver un organisme. Donc comment on fait pour trouver un organisme? Vous avez juste à taper sur internet organisme étudiant d'échange et vous avez toute une tripotée, vraiment il y en a plein. Et une fois que vous avez trouvé l'organisme qui vous correspond le plus, vous avez tout simplement à vous inscrire avec cet organisme, prendre des informations, etc. Et au fur et à mesure, vous recevrez des mails de l'organisme qui vous expliquera comment faire les papiers pour le visa ou pour les choses comme ça. Donc il faut que tu choisisses un organisme vraiment qui correspond à tes attentes et à ce que toi tu attends de ton année d'échange. Parce que chaque organisme est différent et chacun propose des programmes différents. Donc vraiment, prends le temps de bien te renseigner et de choisir celui qui correspond le plus à tes critères. Donc la deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est le prix. Donc vraiment, le prix, il dépend de chaque organisme, dans quel pays vous voulez aller et le programme que vous choisissez parce que les prix varient. Donc là, je vais vous parler de la formule ISPA classique, High School classique que j'ai choisi. Donc je vous mettrai les tableaux des prix juste ici. Mais donc pour une année académique, donc de à peu près août à juin, c'est 10 595 € exactement. Et si vous voulez partir que un semestre, c'est 9 750 €. Donc certes c'est un coût, mais vraiment ça vaut vraiment le prix. Donc je pense qu'il faut compter un minimum de 12 000 € minimum tout compris. Donc quand je dis tout compris, c'est avec la formule que propose ISPA à 10 795 €, plus l'argent de poche, les billets d'avion, les frais du visa et tout autre frais qui sont liés. Et je pense que maximum, je pense que ça doit être dans les 20 000 €. Si tu veux rajouter des options, donc tu peux prendre des choix d'options d'état, de ville et même de région, par exemple sud-ouest ou sud-est ou des trucs comme ça. Et forcément, plus c'est précis et plus ça devient cher. Il existe aussi une formule où les familles sont rémunérées et c'est le lycée qui choisit en premier avec un visa différent et le départ est garanti. Donc ça aussi c'est un autre programme, donc c'est plus cher. Et il y a aussi le programme Classique Plus où les bacheliers peuvent partir. Et du coup c'est aussi plus cher parce que c'est compté comme une option. Je connais pas les prix par cœur, donc ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, de vous rendre sur le site ISPA ou de les contacter directement. Après une question qui m'a été demandée, c'est pourquoi j'ai choisi ISPA. Donc j'ai choisi cet organisme parce que j'ai vu qu'il proposait plusieurs bourses assez intéressante et donc j'ai participé pour avoir les bourses. Malheureusement je ne l'ai pas gagné, mais une fois que j'avais pris contact avec eux, j'étais convaincue de leur programme, de leur communication et de la manière dont ils communiquent avec nous. Ils sont très réactifs et si tu as n'importe quelle question, même si on peut dire que c'est une question bête, ils vont te répondre assez rapidement en plus. Et ils organisent beaucoup de visio pour t'aider dans ta préparation au départ, que ce soit mentalement, pour le visa. Ils sont vraiment... Enfin, j'ai rien à redire sur eux. Pour moi, avec moi, tout s'est super bien passé. Donc ensuite, j'ai eu comme question quel niveau d'anglais il faut avoir pour partir. Donc le niveau d'anglais minimum requis, je pense que c'est le niveau A2. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je pense qu'il y a un test sur internet pour connaître ton niveau d'anglais. Mais niveau A2, c'est vraiment un niveau basique, je pense que tu as au collège. Donc
Voilà, mais après de toute façon tu passes un test d'anglais. Je crois que moi j'ai fait le test LTIS. Et même si t'arrives pas du premier coup à passer le test d'anglais, il te laisse plusieurs chances et entre chaque essai t'as le droit de travailler ton anglais. Donc si vraiment t'arrives pas du tout à passer le test d'anglais, travaille à fond parce que il te laisse plusieurs chances pour réussir, donc vraiment saisis ta chance. Alors les familles d'accueil, comment ça se passe? Donc ISPA travaille avec un organisme américain qui s'occupe de tout ce qui est la partie sur place, Amérique, etc. Donc c'est eux qui vont sélectionner les familles d'accueil. Donc ils visitent pour être sûr que ce soit dans un environnement calme, que toutes les personnes de la famille sont d'accord pour accueillir, que tu auras bien ta chambre avec ton lit. Enfin, ils vérifient que la famille correspond aux attentes pour accueillir. Dans le programme classique, les familles d'accueil sont bénévoles. Donc elles doivent juste prendre en charge nos repas, donc 3 repas par jour, et nous assurer un lit et une chambre pour dormir. Le reste, c'est toi qui dois le payer, sauf si par exemple ils t'invitent au restaurant ou si on va faire des activités. Avec la formule classique Visa J1, c'est les familles d'accueil qui vous choisissent. Donc vous allez créer un dossier sur internet qui va être posté sur un site et toutes les familles d'accueil de tous les États-Unis pourront voir votre dossier. Et si la famille d'accueil pense que vous lui correspondez, elle va vous sélectionner et il suffira juste d'attendre l'accord du lycée de secteur pour que vous receviez votre placement. Donc voilà, vraiment les familles elles font en sorte de choisir un étudiant qui lui correspond le plus pour que dans les deux sens l'expérience soit parfaite. Par rapport aux familles d'accueil aussi, il est possible que ça passe pas, le courant passe pas entre les familles d'accueil. C'est possible qu'il y ait un replacement, donc on vous replace dans une autre famille d'accueil. Ça peut prendre 2 jours, des semaines, même des mois, on sait pas. En attendant d'avoir une famille permanente, vous pouvez être placé dans une famille temporaire ou même chez votre coordinatrice locale. Mais après, il faut pas se dire, c'est pas... Ça peut arriver, donc il faut aussi se préparer à ça, à pouvoir être replacé. On sait jamais ce qui peut se passer. Ou même, c'est pas que si ça passe pas avec la famille, ça peut aussi être un problème du fait que la famille d'accueil ne peut plus accueillir, on n'a plus envie d'accueillir. Donc voilà, vraiment faut être prêt à changer. Prochaine question, est-ce que c'est possible de partir après la terminale et est-ce que ça coupe pas trop dans les études, etc. Donc bien sûr c'est possible de partir après la terminale, c'est même la dernière année où c'est possible de partir en formule high school. Il faut juste ne pas avoir plus de 18 ans et demi le jour du départ. Du coup comme tu seras déjà bachelier, tu dois prendre la formule classique plus, donc je crois que c'est un peu plus cher, je sais pas exactement les prix. Mais il faut savoir que c'est plus cher. Et en général, les lycées américains acceptent moins bien les gens qui sont déjà bacheliers parce qu'ils pensent que comme ils ont déjà fini les cours, ils vont plus être studieux, etc. Mais c'est du n'importe quoi, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin bref. Et moi je pense pas du tout que ça coupe les études parce que justement, une fois que tu as fini ta terminale, tu vas commencer tes études. Donc ça permet de, si par exemple tu sais pas du tout ce que tu veux faire, ça permet de partir un an, de découvrir autre chose, de voir si de nouvelles choses t'intéressent. Et peut-être qu'une fois que tu rentreras, tu sauras ce que tu veux faire plus tard. Donc je pense que c'est bien aussi de partir avant ses études pour avoir les idées fixes et commencer ses études les idées bien en place. Alors comment j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir? C'est très simple, je leur ai tout simplement demandé un soir comme ça, oh je peux partir un an aux États-Unis. Donc forcément j'avais préparé avant, je m'étais renseignée sur des organismes, j'avais pris quelques informations comme ça s'ils avaient déjà des questions je pouvais déjà y répondre et leur montrer que j'étais intéressée et que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais juste à leur présenter le projet, comment ça se passait, etc. Et moi ils ont été tout de suite convaincus. Et surtout que ma mère elle connaissait déjà des gens qui avaient fait ça.
ou qu'elles savaient comment ça se passait, que c'était une super expérience et que fallait le faire. Donc voilà, vraiment moi ça a été très facile de leur demander. Ils ont direct dit oui. Ils étaient un peu réticents sur le prix, mais j'ai fini par les convaincre. Donc du coup, quels arguments donner à ses parents? Donc j'ai un peu déjà répondu, mais dire vraiment que c'est une expérience incroyable, que tu vas pouvoir la vivre qu'une fois, parce que forcément tu pourras pas faire 2 fois la même chose. C'est vraiment unique et que ça permet d'améliorer ton anglais de fou. Vraiment tu reviens, t'es bilingue. Donc ça c'est vraiment que du plus pour même pour tes études supérieures, pour ton avenir, ça peut que t'apporter du positif. Même si sur Parcoursup on voit que t'as fait une année aux États-Unis, c'est hyper bonifiant, c'est gratifiant, enfin ça vraiment c'est que du positif. Tu gardes des souvenirs vraiment inoubliables. Tu découvres une nouvelle culture, tu te fais des nouvelles amitiés. Niveau arguments, tu peux aussi les rassurer parce que je pense que ça peut faire peur à certains parents de se dire de laisser partir son enfant pendant 1 an dans un pays lointain. Donc vraiment les rassurer avec un organisme dans lequel ils ont confiance et bien leur expliquer le projet en détail, même les points négatifs, c'est hyper important. Parce que souvent on parle des points positifs, mais il y a énormément de points négatifs et de phases qu'on ne présente pas forcément sur les réseaux ou quoi. Et c'est hyper important de leur en parler, que tu peux avoir le homesick, tu peux ne pas t'entendre avec ta famille d'accueil, plein de choses comme ça, qu'il faut leur en parler pour qu'ils soient au courant de tout. Ensuite, quel niveau d'anglais j'avais avant de partir? Je pense que mon niveau d'anglais ça devait être B1, B1+. Ouais, je pense que c'était un truc comme ça. En cours, j'étais pas si mal vraiment. Je crois que j'avais 16 de moyenne. Mais après ça dépend des écoles et des profs. Avant de partir, j'avais un assez bon niveau. Donc du coup, quand je suis arrivée, c'était pas trop compliqué de communiquer, etc. Donc moi, vraiment, je vous conseille, si vous partez comme moi, vraiment, partez avec un bon niveau d'anglais. Ou essayer de travailler avant de partir parce que c'est hyper important et que si tu parles pas la langue c'est très dur de s'intégrer. Donc c'est vraiment un conseil, travaillez votre anglais avant de partir. J'ai aussi eu comme question, est-ce que j'avais choisi ma destination? Et ben non, pas du tout. J'ai pris vraiment la formule sans option, la formule basique et j'ai eu la chance d'avoir une famille d'accueil qui m'a choisi de Floride. Et vraiment je trouve que mon placement il est parfait. Je suis je crois à 2 heures de Tampa, donc c'est une grande ville sur la côte ouest de la Floride. Et vraiment ma ville elle est trop cute. Genre c'est un peu à la campagne. C'est une toute petite ville. Mais c'est trop bien. J'adore mon placement vraiment. Quel est mon niveau actuel d'anglais? Donc là ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis partie. Ouais, ça fait 1 mois et demi que je suis partie. Et déjà je comprends pratiquement tout, je dirais 99%. Ça c'est trop bien. Donc forcément les 1% c'est le vocabulaire qui me manque. Ça va venir au fur et à mesure. Je commence à communiquer, genre à parler sans réfléchir à ce que je vais dire. Parce que avant, il fallait tout le temps que je me répète ma phrase dans la tête et tout. Maintenant ça commence à venir tout seul. Donc c'est super. Et donc forcément je fais toujours un peu des fautes. Que ce soit de grammaire ou il me manque encore un peu de vocabulaire. Mais ça fait que 1 mois et demi, donc je peux que progresser. Donc ça aussi c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois. Comment ça se passe quand t'as le homesick ou que ta famille te manque? Alors, donc ça arrive très fréquemment. Je pense que tous les étudiants d'échange sont passés par cette phase de homesick. Et que ta famille te manque. Donc ce que je vous conseille, c'est dès que vous ressentez le moment et dès que vous avez le temps, vous appelez vos proches, c'est hyper important. Essayez quand même pas tous les jours parce que si vous appelez trop souvent, après ça va vous donner trop envie de retourner en France. Donc essayez, je pense max une fois par semaine. Et moi je les appelle quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Sinon on parle tout le temps par texto, par message WhatsApp, etc. On garde quand même contact, mais vraiment appel FaceTime, ça doit être une fois toutes les 2 semaines je pense, vraiment. Et si je peux pas les appeler, ce que je fais c'est que
je regarde des photos, des vidéos de souvenirs qu'on a ensemble. Ça me fait personnellement, ça me fait du bien de revisiter des souvenirs par des photos, des vidéos, ou même de lire les lettres qu'ils m'ont laissées avant de partir. Et c'est vrai que des fois, appeler avec le décalage horaire, c'est pas forcément pratique. Parce que moi, par exemple, j'ai 6 heures de moins avec la France. Et avec les cours et tout ça, il y a très peu de créneaux possibles. Et sinon, c'est le week-end. Donc c'est pour ça. Est-ce que j'ai le droit de rentrer à Noël? Alors, avec mon programme que j'ai choisi, j'ai pas le droit. Avec le visa J1. Je trouve que c'est pas si mal que ça finalement. Parce que tu les quittes déjà une fois en juillet. Si tu les requittes une deuxième fois, c'est beaucoup plus dur et surtout que tu auras revu du monde, etc. Tu vas être pas déprimé, mais tu vas avoir envie de retourner en France. Moi, je vous conseille pas forcément. Certains programmes avec le visa F1, tu as le droit de rentrer en France. Ouais, non. Est-ce que le premier jour, j'ai mangé toute seule? Oui, le premier jour, j'ai mangé toute seule. Le premier jour était assez dur, je connaissais pas le lycée, mon lycée était énorme, je me suis perdue plusieurs fois. Je me suis assise à une table au pif, il y avait d'autres gens mais je leur ai pas forcément parlé parce que j'étais un peu perdue, je prenais mes marques le premier jour. Donc voilà, le premier jour j'ai mangé toute seule, mais dès le deuxième jour, dès que les gens ils ont su que j'étais française, ils sont direct venus me parler. Et j'ai directement mangé avec eux. Et depuis, je crois pas que j'ai mangé seule. Non, depuis, j'ai jamais mangé seule après. Donc, voilà. Est-ce que je suis déçue de mon voyage? Alors, pas du tout. C'est la meilleure décision que j'ai faite de toute ma vie. Pour l'instant, j'ai aucun regret. Je vis ma best life ici, vraiment. Tout, vraiment de A à Z se passe super bien pour moi. Je sais que pour certains, c'est pas trop le cas, mais vraiment pour moi, pour l'instant, tout est parfait. Vraiment, honnêtement, si j'avais quelque chose de mal à dire, je vous l'aurais direct dit. Mais là, vraiment, personnellement, j'ai rien à redire. Genre, tout est parfait depuis le début. J'ai eu aucun souci de langue, de famille d'accueil, de communication, de cours ou même d'amis. Genre vraiment, moi j'ai eu aucun souci de homesick, vraiment. Pour l'instant, je vais pas me porter la poisse, mais pour l'instant tout va bien. Est-ce qu'il y a des moments où je m'ennuie? Alors pas du tout, parce que ma famille d'accueil me fait faire plein d'activités à chaque fois. Je vois beaucoup leurs familles qui habitent dans la même ville. Ouais, on fait plein d'activités et souvent le soir quand je rentre des cours, j'ai des devoirs. J'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même un peu. Et je fais partie de l'équipe de natation, donc j'ai souvent des meets ou des entraînements après les cours. Donc j'ai des journées assez chargées, je suis souvent fatiguée, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et en dernière question, est-ce que la vie est plus chère aux États-Unis? Alors je pense que les prix sont à peu près pareils. Bon après il faut convertir les dollars en euros. Je pense à peu près pareil. Après il faut compter en plus les taxes. Les taxes ne sont pas comprises dans le prix, donc il faut les compter en plus. Mais en général c'est 1 ou 2 euros en plus sur la note totale. Et souvent si tu vas au restaurant, ou par exemple quand je vais faire mes ongles, je devais donner des pourboires. Donc ça aussi c'est des choses qu'on ne fait pas forcément en France, qu'il faut compter en plus. Donc on peut dire que ça revient un peu plus cher, mais c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, ma première vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout apporté beaucoup d'informations. Merci infiniment de l'avoir suivi et on se dit à bientôt parce que je vais certainement poster d'autres vidéos sur la chaîne ISPA. Donc bye!